Hello, salam alaikum, c'est Esma. Et Myriam, bienvenue à toi dans La Tête des Psys, le podcast dédié à la psychologie et à ta santé mentale. Seul, en binôme ou avec nos invités, nous t'offrons ici des outils pratiques et des conseils précieux pour améliorer ton bien-être au quotidien. Alors, que tu sois à la recherche de stratégies pour gérer ton stress, améliorer ton humeur ou simplement en apprendre davantage sur le fonctionnement des humains autour de toi, bah tu es au bon endroit. Hello, c'est Myriam. Si tu as loupé l'info, du 4 octobre au 14 octobre est disponible une toute nouvelle formation qui s'appelle NutriPsyCancer et qui allie clés nutritionnelles et psychologiques pour regagner en vitalité et en résilience quand tu traverses le cancer. On t'a d'ailleurs préparé une série d'épisodes hors série pour aborder cela en compagnie d'invités qui sont triés sur le volet. Alors n'hésite pas à partager l'info à quelqu'un autour de toi qui est concerné par la maladie. Bonne écoute. Salam alaikum Nadia. Wa alaikum salam, Mariam. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode de podcast. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Je suis contente d'être là. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, je vais expliquer un petit peu aux gens de comment j'en suis arrivée à t'inviter. Il faut savoir qu'avec Nadia, on s'est rencontrés il y a quelques années à Bruxelles, vraiment physiquement. Et maintenant, Nadia est repartie dans d'autres contrées, En France. les contrées natales, la France. Et donc voilà, je la suis aussi sur mon compte perso, Conso Muslim, et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait sur les réseaux. Donc si tu la connais pas, moi je t'invite à aller regarder ce qu'elle fait sur Instagram, parce que ce soit la newsletter ou Instagram ou encore YouTube, il y a beaucoup de contenu intéressant. Elle a aussi son podcast. Donc voilà, je voulais te demander, Nadia, si tu voulais te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, t'as peut-être presque tout dit. Je vais pas sortir mon CV, hein. Mais voilà, j'ai le blog Conso Muslim. Enfin, j'ai commencé par un blog. Avant, c'était vraiment beaucoup de blogging en 2013. Après, j'ai vite changé pour ouvrir un podcast. Ça, c'était plus en 2020, si je dis pas de bêtises, donc qui s'appelle Minute Santé, où j'aborde différents sujets santé et j'essaie toujours d'aborder les thématiques euh, d'un point de vue préventif, dans la Mhm. mesure du possible. Et sinon, je suis médecin, je me forme à la naturopathie en ce moment, c'est en cours. Voilà, je suis aussi une maman, une épouse comblée, une fille, une sœur, tout ce que tu veux. Super. Donc tu n'es pas que Conso Muslim. Voilà, c'est ça. Génial. Et puis j'ai des cours aussi pour la naturopathie. Félicitations pour la formation. Ah bah merci. Chouette. Comme ça, il y a des belles choses en perspective aussi pour la suite et pour les contenus. Donc, on a hâte de Inch'Allah. voir tout ça, Inch'Allah. Écoute, aujourd'hui, je t'invite pour te parler un petit peu du rôle du médecin. Donc, dans le cadre vraiment du lancement aussi de NutriPsy Cancer, donc notre formation qui allie à la fois la nutrition et la psychologie autour du cancer. Et je trouvais intéressant de pouvoir avoir peut-être le regard d'un médecin, d'une médecin autour de ça. Parce que vraiment, je considère que le médecin, il a un rôle pivot aussi dans la prise en charge, ou dans la vie quotidienne. Donc voilà, je voulais un petit peu discuter de ça avec toi aujourd'hui. Eh ben, bismillah. Alors, est-ce que tu sais déjà nous dire un peu le type de demande que tu pourrais avoir autour de ça, des patients qui connaissent parfois le cancer? Les demandes, elles sont diverses et variées. Ça va vraiment, enfin, c'est vraiment du cas par cas et en fonction des profils. Mhm, Des fois, il n'y a pas de demande. Ils mhm. viennent juste consulter parce qu'ils doivent consulter. Des fois, voilà, on sent qu'il y a des personnes en détresse psychologique et qui malheureusement, dès le départ, n'ont pas forcément eu un suivi adéquat, en tout cas sur le plan psychologique. Et voilà, nous, on les accompagne, enfin moi, je les accompagne en les orientant vers les bonnes personnes. Voilà, c'est vraiment divers et varié. Des fois, on a des discussions sur la reprise du travail, comment on va préparer la reprise au travail, quand, comment, enfin vraiment des modalités pratiques. Il y en a, on va plus Mhm. s'attarder sur l'aspect psychologique. Ok. Et par exemple, si on s'arrête un peu sur la reprise professionnelle, c'est quoi le genre de crainte qu'ils peuvent avoir tes patients? Alors là, pareil, ça dépend. Il y en a, ils n'ont pas forcément de crainte, mais ils se surestiment dans le sens où, au bout de... Souvent, c'est des arrêts longs. Mhm. C'est plusieurs mois, c'est un an, ça peut être des fois même un an et demi plus. Et du coup, les personnes, enfin, la majorité des personnes que j'ai suivies sont pressées de reprendre.
et ont tendance à surestimer leurs capacités dans le sens où, bah, docteur, je vais reprendre à temps complet comme avant. Mhm. Alors, moi, j'ai deux techniques. Soit je les laisse faire pour qu'elles... je dis elles parce que j'ai Expérimente un peu ce que ça souvent... fait. Comment? Pour expérimenter le retour de cette Voilà, maladie. c'est ça. Et je leur dis toujours, bah, de toute façon, la porte, elle est ouverte, c'est pas gravé dans le marbre, vous revenez vers moi, on met en place ce qu'on appelle un temps partiel thérapeutique. Donc, les gens D'accord. peuvent reprendre à temps partiel pour des raisons Mhm. thérapeutiques. Ouais, c'est vrai, en Belgique, on dit le mi-temps thérapeutique, par exemple. Voilà. Oui, bah nous aussi, on a le mi-temps, mais il n'y a pas qu'un mi-temps, parce que c'est vrai, même nous, en France, souvent, les gens disent mi-temps, alors qu'on peut descendre en dessous d'un mi-temps, on peut faire plus Mhm. qu'un mi-temps, c'est adaptable. C'est C'est pour assez ça que je flex, préfère, quoi. voilà, je Mhm. préfère dire temps partiel thérapeutique. Et il y a des personnes qui sont plus là pour des conseils, donc je leur dis, voilà, vaut mieux reprendre à temps partiel, et j'essaie de voir aussi que la personne, c'est à la carte. Donc, est-ce que vous êtes plus fatigué le matin ou l'après-midi, puis voilà, on fait des Mhm. préconisations en fonction, quoi. Bah, c'est super chouette parce qu'il y a vraiment une adaptabilité aussi de ta prise en charge. C'est vraiment un truc très important pour nous aussi au niveau de nos thérapies, c'est de s'adapter aux patients. Et je Mm. trouve que dans cette flexibilité aussi enfin, que tu apportes, il y a quelque chose de très riche qui est qu'on n'est pas dans la rigidité, on n'est pas dans quelque chose qui est, comme tu dis, gravé dans le marbre. Et donc le patient se sent aussi confortable à l'idée que ça peut diminuer, ça peut augmenter aussi si jamais il se sent en pleine forme. Mais C'est donc, moi, ça. il y a un truc déjà sur lequel je voulais peut-être rebondir par rapport à ce que tu expliquais, c'est cette notion de vouloir reprendre un peu comme avant la maladie. Mm. Et c'est intéressant parce qu'au niveau identitaire, on sent combien la maladie, elle vient chambouler sur le plan du corps. Oui, Mais au niveau de l'esprit, au niveau de l'identité de travailleur, on est dans quelque chose qui parfois peut être un peu dissonant par oui, rapport à notre état de santé. Et donc, tu as vraiment un rôle à jouer aussi à ce niveau-là, quoi, au niveau physiologique. c'est ça. C'est super riche, quoi. Ouais, et puis c'est vraiment, enfin, j'insiste sur les profils différents. Bon, après, il y a aussi des personnes qui arrivent à reprendre à temps complet, hein. C'est pas Mhm. obligatoire, j'ai un cancer, je reprends à temps partiel. Eu des cas de personnes qui ont repris à temps complet, bah, comme avant, et qui n'ont pas eu de difficulté pour le coup. Ça Mhm. dépend aussi des types de cancers Et de et du comment ils ont vécu parcours. leur traitement aussi, hein. Oui, c'est ça, du parcours thérapeutique qu'elles ont eu, quoi. Je dis elles, mais j'ai aussi eu des hommes, hein, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup accompagné des personnes atteintes de cancer du sein. Donc, c'est vraiment Mhm. c'est le cancer le plus fréquent que j'ai dans ma pratique personnelle, en tout cas. Donc, Ouais, et qui est plus fréquent au niveau des femmes aussi, donc ça se oui. comprend. Ouais. Et du coup, en termes de... Donc là, c'est la reprise du boulot. Est-ce que parfois, tu as des questionnements plus généraux sur l'après la maladie? Est-ce que parfois, tu sens que voilà, c'est des personnes qui vont euh, parfois avoir certaines craintes autour des examens, autour de l'après? Euh, alors, là, encore une fois, ça dépend des personnes, mais j'ai souvent, enfin, des fois, reste dans le purement médical, enfin, il y a Mhm. toujours une partie psychologique, etc., où les personnes m'expliquent, voilà, le parcours, etc. Et après, des fois, on a des discussions beaucoup plus, qui ont rien à voir avec le médical pur, en fait, dans le sens où, voilà, je vais avoir une personne qui va me parler de ses cheveux, mes cheveux repoussent, enfin, de l'aspect Mhm. physique. Les personnes qui ont, voilà, vont avoir une reconstruction mammaire après une ablation totale du sein. Mhm. Voilà, sur des sujets d'aspect physique, en fait, féminin. Ouais, elle a toute la Et, féminité en fait, voilà. hein, l'image Et du on corps. sent que des fois, enfin, elles ont besoin de parler que de ça. Parce qu'on sent que, au-delà de la maladie, ça a touché à leur physique, à leur aspect. Et Mhm. que parfois, ça met du temps à se reconstruire aussi. Euh, Ouais. donc, C'est intéressant que tu abordes ce point-là parce que l'image du corps et du coup le côté estime de soi que je travaille souvent en thérapie, mais dans la question du cancer et surtout le cancer du sein, on est sur quelque chose de central. La perte de cheveux, comment ça va tomber, est-ce que je pourrais m'y préparer, quand ces cheveux repoussent aussi, comment est-ce que ça se passe, comment ça vient impacter aussi l'image du corps. mm, Donc tout ça, on sent que enfin, même si ça dure pendant un petit temps, s'il n'y a pas ce travail thérapeutique qui est fait, c'est très compliqué de vivre avec. Et là, tu nous expliques aussi que ça peut prendre un bon temps aussi de la consultation médicale. Donc, c'est dire à quel point ils ont besoin aussi d'en parler, quoi. oui, oui. Ah oui, bah là, juste, je repense à une femme que je suis encore, hein, d'ailleurs. Bah, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Puis la première chose qu'elle m'a dit, ah, ça y est, mes cheveux ils repoussent. Et elle était vraiment contente. Mm. Parce que c'est vrai que, voilà, les fois d'avant, je la voyais avec une perruque.
Ouais. Et là, elle avait remis enfin, ses cheveux naturels. Bon, elle me dit, oh, les sourcils, ça pousse pas encore, mais les cheveux, je suis contente. Enfin, voilà, Mhm. c'est vraiment des discussions. Au final, des fois, on sort. Bon, il y a aussi eu du médical, mais des fois, on sort du médical pour parler Ah de oui, et c'est leur santé. victoire à elles, en fait, hein. Ouais, C'est c'est leur ça. victoire à elles. C'est C'est ça ça. qui est beau aussi, c'est de les accompagner aussi dans le fait de se retrouver. Même si ces retrouvailles n'ont rien à voir avec qui elles étaient avant, c'est ça qui est particulier aussi, hein. Mm. Et ça, j'en parle aussi beaucoup dans la formation Nutri-Psy Cancer. Donc, c'est des aspects qui sont. Je trouve ça super intéressant parce que ce soit dans la question du burn-out, qui, voilà, je pense que tu dois bien connaître aussi, ou la question du cancer, je trouve que le fait de pouvoir travailler main dans la main avec un médecin et donc de pouvoir aussi avoir des contacts pour référer les patients auprès de Oui. psychologues, etc., c'est juste essentiel. On ne peut pas travailler tout seul, en fait. Ah non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai ma petite liste. Bah, souvent, justement, je rebondis sur ça. Quand je vois, enfin, je demande toujours dans la prise en charge, voilà, est-ce que bah, dans la prise en charge oncologique, on vous a proposé un soutien psychologique? Parce que normalement, c'est systématique dans la prise en charge. Des Mhm. fois, il y a des ratés. On va dans certaines villes, malheureusement, les prises en charge, des fois, c'est un peu limite. Et Mhm. j'en avais une, par exemple, on lui avait même pas proposé et je sentais qu'elle en avait besoin. Parce que autant il y a des femmes, même des hommes, hein, qui vont vous dire non, 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 j'en ai pas besoin, j'en veux pas. En fait, ils sont dans le profil. C'est bon, j'ai combattu ma maladie, j'ai guéri, je veux plus en entendre parler. Et on a le profil, enfin là je vous fais les extrêmes, hein, où les personnes sont dévastées, même si elles sont guéries ou en rémission. On sent que voilà, ça les a affectées et qu'elles ont besoin d'un soutien psychologique sur le long terme. Et du coup, moi j'en profite, enfin, j'ai mon réseau. Je leur donne des coordonnées de psy, de psychologues. Il y a aussi les associations de malades qui sont importantes parce que Ah souvent, ouais. au-delà du soutien psychologique qui peut être pris en charge, il y a des activités adaptées à l'état de santé. Donc souvent, c'est la fatigue chronique qui persiste. Il y a il y a des associations de malades qui fait qu'elles peuvent avoir accédé à des activités adaptées à leur état de santé. Et puis, il n'y a pas que forcément d'activités physiques, il y a des activités artistiques, etc. Et je Mhm. trouve que c'est bien d'avoir un panel enfin, d'avoir une sorte de listing de différents professionnels de santé. Je les vois comme des outils, entre guillemets, dans le sens où bah, la personne peut avoir besoin de ça plus que ça et de pouvoir lui proposer, bah, quand elle sort de la consultation, un numéro, une adresse pour qu'elle puisse Mhm. consulter quelqu'un si besoin. Ouais. Super, en tout cas, franchement, les activités là en ASBL, c'est vrai qu'ici, à Bruxelles, bon, il y en a pas des masses, hein. Ouais, Il n'y en a pas des masses et c'est vrai que enfin, c'est juste d'utilité publique parce que la notion de solitude, et ça, c'est un sujet que j'aborde aussi beaucoup dans la formation, mais tu vois, je ne sais pas si tu as déjà eu ce retour de patients qui te disent, mais moi, c'est comme si la Terre s'était dépeuplée avec mon entourage. Comme si je me retrouvais seule face à la maladie. Et donc de pouvoir être entourée de gens qui ont connu la maladie et pour partager quelque chose qui n'a rien à voir avec la maladie aussi, c'est-à-dire de l'art, ouais. c'est super chouette aussi, hein. Ben, encore une fois, j'ai les deux profils. Je me rappelle d'une dame, elle me reste dans la mémoire. Je lui avais proposé justement une association de malades et elle Mhm. m'a dit non. Enfin, j'en ai eu plusieurs, mais c'était un non catégorique. En fait, je ne veux, oh, j'ai pas envie de revoir des personnes qui ont la même chose que moi. Ça va me rappeler. Elle voulait vraiment tourner la page, plus en entendre parler. Et le fait Ouais. d'aller dans ce genre d'association, ça lui rappelait sa maladie, son cancer, et donc elle voulait pas en entendre parler. Et d'autres, comme tu dis, le fait d'être avec des personnes qui ont vécu la même chose. Ça, Ouais, ça va être facteur de résilience pour eux. voilà, c'est ça. Puis de se dire, oh, elles veulent pas aussi polluer trop l'entourage. Ouais, Et c'est ça, ne pas être un poids pour les autres. voilà, c'est ça. Souvent, c'est. Et c'est intéressant parce que, tu vois, dans ce processus de pas vouloir se mélanger à des gens qui ont bah, la même chose, c'est quelque chose que je retrouve aussi beaucoup chez les personnes qui ont des maladies chroniques ou des handicaps, etc. C'est que Mm, finalement, en fait, ils ont pas forcément envie de porter le stigmate de la maladie, oui, d'être vraiment associés ou étiquetés ou réduits à ça. Et donc, ils vont au contraire vouloir se réinsérer ou aller dans des activités qui vont être inclusives, etc. c'est ça. Là où d'autres auront besoin de s'entourer de gens qui, pour une fois, saisiront un peu ce qu'ils ont traversé, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Il y a tous les profils au final, ouais. Mm, ouais, vraiment. Et alors, je voulais revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que parfois, tu avais dans ta patientèle des personnes qui enfin, où tu sentais qu'il y avait vraiment une nécessité de prise en charge psy. C'est quel genre de signes en général qui vont t'alarmer dans ce genre de cas?
Bah, ça vient dans la discussion. Après, les signes basiques, hein, la personne pleure. Enfin, Mhm. on est à des mois de la guérison ou de la rémission, mais là, on voit que la personne, elle est encore affectée. Mais souvent, c'est ça, hein. Enfin, parce que moi, de toute façon, je fais un interrogatoire sur la partie psy. Du coup, je demande si ça va, etc. Et bah, c'est là où la personne se livre, hein, tout simplement. Non, ça va pas. Pourquoi? Et puis, elle me dit pourquoi. Ou j'ai souvent des gens qui pleurent en consultation, hein. Donc, voilà. Mhm. C'est des symptômes, les symptômes classiques, donc une humeur triste, ou des crises d'angoisse, enfin, troubles de l'humeur, de l'anxiété, de la Mhm. récidive, par exemple, ou Ouais. voilà, enfin, Et ça va se manifester par quel genre de parole à ce moment-là? bah, enfin, souvent, je réinsiste, souvent j'ai des pleurs. Enfin, voilà, des Mhm. fois, je demande juste si ça va, et là, la personne, elle s'effondre. C'est comme si personne lui avait posé cette question, en fait. Enfin, Mhm. et ça, bah, ça se manifeste souvent par ça, en fait. C'est la porte d'entrée et la personne bah, C'est ça. commence à pleurer, puis bah, après, bah, on essaie je l'écoute, quoi. Mhm. Mais c'est vrai, c'est divers et varié d'une personne à l'autre, hein. Du coup, c'est dur Et, de donner une réponse unique, hein, oui, parce que non, j'imagine, vraiment, il y a des c'est vraiment du profils cas par différents, cas, ouais. quoi. Mm. Et toi, ça reste confortable pour toi de recevoir ça? Parce que je sais qu'il y a parfois des... Enfin, c'est de ce que les patients me disent, hein. Il y a certains médecins chez qui c'est compliqué de se livrer un peu. Est-ce que euh, toi, Enfin, je sais pas hein, combien de temps durent tes consultations, mais que personne puisse se livrer comme ça, c'est OK pour toi? Il y a pas quelque chose de trop Euh, euh, envahissant ou... Bah, généralement, quand j'ai des personnes, enfin, je connais un peu les pathologies, donc je fais en sorte de les mettre en fin de consultation, comme ça, si j'ai besoin de déborder, je déborde, donc je prends le temps Mhm. qu'il faut. Après, ça peut paraître étrange, mais non, je suis à l'aise avec ce genre de consultation. Je vais pas dire que c'est mes préférés, parce que ça peut paraître bizarre, en fait, mais Non, il n'y a pas du j'aime sadisme bien là-dedans. accompagner ce genre de pathologie, en fait, parce C'est qu'on ça. on sent qu'on a une réelle utilité. Je dis pas que je Donc, suis pas il y a utile du dans sens d'autres pour toi. pathologies, mais je trouve on a vraiment une plus-value dans ce genre de pathologie, de les accompagner sur le long cours, et c'est pas juste pour la partie thérapeutique. Voilà, c'est le avant, le pendant et le après, quoi. Et Mhm. donc non, je trouve pas ça envahissant. Je reste un soignant, donc j'arrive à avoir la distance nécessaire. Et donc non, personnellement, j'ai pas de difficulté avec ce genre de consultation. Mhm. Bah, c'est rassurant parce que souvent, nous, on a des cas vraiment inverses, en tout cas en majorité. Alors, on a parfois des petites perles hein, de médecins Mm. où on sait on est à l'aise de les référer, notamment les psychiatres hein, qui Oui. prennent plus que 15 minutes la consultation. Ah, Ah parce bah que moi aussi, je prends franchement... plus que 15 minutes pour le coup. Ah ouais, ok. Donc ça va. Quand je les mets à la fin, des fois, ça peut Tac. aller de 30 à 1 heure en fait. Donc, Ah ouais, c'est ça. Donc ça va. T'es assez flexible aussi dans ta prise en charge. Et je pense que pour ce genre de pathologie, c'est assez essentiel aussi de pouvoir mm. donner du temps. Est-ce il y a quelque chose qui a pu te marquer un peu plus ou te toucher un peu plus dans ce genre de prise en charge cancéreuse ces dernières années? Eh ben, enfin, j'ai un souvenir, mais j'étais étudiante. J'étais en stage Mhm. dans un service pareil. Enfin, tu vois, ça remonte à un final parce que j'avais demandé ce stage 2 fois parce que j'avais apprécié, mais c'était une unité ambulatoire. En fait, les gens venaient faire leur chimio ou leur traitement en journée et repartaient Ah le ouais, soir en chez one eux. day, quoi. Ouais. Et du Donc, coup, pour expliquer, c'est des personnes qui viennent faire leur chimio le matin et puis ils repartent le dès soir, que c'est la un chimio est hôpital faite. de jour en fait. Du coup, Ouais. le soir, le service il fermait. Et j'ai fait 2 fois mon stage là-bas. Et c'était différentes spécialités. On avait de la cancéro-digestive, hémato, Mhm. enfin pulmonaire. Il y avait vraiment de tout. Donc en plus, Mhm. au niveau mortalité, etc., il y avait aussi un peu de tout. Enfin, tout ce qui était Ouais. pulmonaire, généralement, c'était pas très bon pronostic. Mais voilà. Et mais chez les jeunes, par exemple, qui avaient des leucémies, ils en guérissaient et ils étaient bien, quoi. Non, ouais, en hémato, t'en avais. Moi, j'ai commencé aussi avec l'hémato, mon C'est ça. premier stage, hein, donc c'est aussi Et un ouais, rapport émotionnel. Et donc là, tu avais aussi bien des jeunes que des personnes qui étaient dans des cancers voilà. bien plus agressifs, quoi. C'est ça. Et puis il y a tous les tranches d'âge. Et justement, le souvenir dont je me rappelle, c'est une jeune fille. Alors à l'époque, je sais pas, peut-être mon âge ou peut-être un peu plus jeune. Donc vraiment la même tranche d'âge que moi. Et moi, j'étais étudiante, donc j'étais avec le chef de service. Et J'ai t'avais quel âge suivi du la coup à ce moment-là? consultation. Comment? T'avais quel âge à ce moment-là pour se faire une idée? Je me rappelle plus, mais je dirais, franchement, je sais pas, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais Je début de la vingtaine, réfléchis. quoi, si je comprends Ouais, bien. début de la vingtaine, voilà. Ok.
Et du coup, bah, je suis le chef de service pour faire sa visite. Du coup, j'interviens même pas. Juste, Mhm, juste je suis. Et puis après, en fait, la jeune fille, elle avait une perruque, mais ça se voyait pas. Et je sais mhm, pas comment on est, ça, c'est il y a très longtemps, donc je sais plus comment on était amené à parler de ça. Et puis elle a commencé à m'en parler, à me dire oui, en fait, c'est des gens qui se coupent les cheveux, qui font des dons de leurs cheveux. Ça permet de fabriquer bah, ce genre de perruque avec des vrais cheveux. mhm. Mais même au niveau de l'implantation, enfin, il devait y avoir quelque chose parce que vraiment, enfin, on y voit que du feu. Donc moi, C'est je ça. pensais même pas qu'elle avait perdu ses cheveux, je pensais que c'était sa chevelure. Donc elle m'a expliqué, on a juste eu cette discussion-là, mais c'était elle qui avait parlé de ça en premier, en fait. Elle Mhm. voulait en parler. Et du coup, c'est tout. Le lendemain, j'ai pas refait le tour avec le chef de service. Et le chef de service vient me voir et il me dit, Nadia, écoute, la patiente un tel, euh, bah, je suis passée à la visite, j'étais sans toi, elle a demandé après toi. Je lui dis, bah pourquoi? Enfin, en gros, j'ai servi à rien hier, moi j'étais juste là en mode spectatrice. Elle m'a dit non, mais elle a demandé à ce que tu sois là. Enfin, je pense que juste cette discussion sur autre chose que les traitements, on a parlé de sa perruque et de son aspect, peut-être à Mhm, quelqu'un de son âge aussi, ben après, elle a demandé à ce que je sois là à toutes les visites en fait. mhm. Voilà, c'est un souvenir qui m'est resté, puis j'ai encore le visage de cette jeune fille dans ma tête et voilà. Ah ouais, mais c'est super touchant, hein. Je pense que vraiment le simple fait d'avoir comme ça un échange qui sort un peu de l'habitude, hein. Et aussi peut-être de voir la surprise que tu avais, de voir que c'était une perruque en fait, et Ah que ça te oui, paraissait être ses cheveux. Et puis, comme tu dis, le même âge, il y a peut-être une petite affinité aussi qui s'est faite oui, pour c'est elle à ça. ce moment-là. Mm. En tout cas, ça t'est resté sur les années, quoi. Oui, oui, ah oui, ça et par contre ça c'était parce que justement enfin, on parlait de la distance tout à l'heure par exemple avec les enfants j'y arrive pas. Mhm. On Euh, est deux. voilà en pédiatrie quand je suis passée en pédiatrie je leur ai dit je veux pas aller en oncologie puis j'en parle je suis un peu émue Ouais. et je leur ai dit je veux pas y aller, je vais pas y arriver, je vais faire que pleurer, etc. Et en fait, dans le stage où j'étais, j'ai quand même eu une suspicion de cancer parce qu'elle avait été hospitalisée pour quelque chose d'autre. Et en fait, on se dirigeait vers ça, en fait. Et puis, en fait, tous les jours, de toute façon, quand je rentrais de pédiatrie, je pleurais. Et en fait, je Mhm. voulais être pédiatre à la base. C'est vrai, Dans ce c'est pas stage que mal. je me suis dit, ah non, c'est pas pour moi parce que tous les soirs, en rentrant, je vais pleurer et c'est pas une vie, quoi. Alors, autant avec les adultes, j'ai réussi petit à petit. Ça s'est pas fait du jour au lendemain parce que voilà, il y a quand même des situations où on se retient parce qu'on reste des humains, hein. On se Bien retient et sûr. puis bah Et puis, voilà, on montre pas nos émotions, mais quand on rentre, voilà, on essaie de passer à autre chose. Mais avec les enfants, j'ai jamais réussi. Enfin, mhm. je me suis toujours retenue devant eux par professionnalisme, mais en rentrant à la maison, je me rappelle des fois, même sur le retour de l'hôpital, je pleurais, quoi. Ouais, t'étais vraiment pas bien. Mais alors que eux, franchement, les enfants, c'est un modèle de résilience. Bah, eux, ils ont beau avoir un cancer, même être en fin de vie, ils ont tout le courage que je n'ai jamais vu sur Terre, en fait. Ouais, c'est ça qui est magnifique. En fait, c'est hyper touchant ce que tu dis parce que je me reconnais énormément dans tes mots. J'aurais pu dire exactement les mêmes mots, mot à mot, parce que moi, les enfants, c'est ma limite. Et l'oncologie, pédiatrie, jamais de la vie, j'aurais pu en faire. Mm. Je sentais même dans mes stages, j'ai été spontanément vers les adultes parce que avant même d'être maman, je sentais qu'il y avait ce truc d'instinct maternel qui allait me faire chialer comme jamais. Mais c'est ça, en fait, on a nos limites mais au final, c'est Voilà. même pas cancéro. Enfin, des fois, même maintenant, des fois, je suis en difficulté dans des. C'est toujours les mêmes situations parce que, entre-temps, oui, bah, moi aussi, je suis devenue maman. Du Mhm. coup, une fois, j'avais une patiente, moi, je la suivais, elle, pour une dépression. C'était une dépression réactionnelle, mais parce que son enfant, était mort. Et quand elle a D'accord. commencé à me parler du deuil de l'enfant, moi, je me suis direct reprojetée sur moi-même Mhm. en fait et pendant toute la consultation par contre là oui j'ai senti que j'atteignais mes limites et puis j'attendais juste que ça se finisse puis bah après quand elle est partie oui j'ai pleuré mais devant elle il faut que je reste forte parce que je suis là pour l'accompagner pas pour Ouais. devant elle et craquer mais ouais des fois dès que ça Ouais, touche donc les quand ça enfants touche moi à nos limites, j'ai du mal en fait ouais. Mm. Ouais. Et c'est bien aussi de les reconnaître, hein, parce que moi, c'est ce que j'ai aussi. Les limites, c'est juste voilà, une part qu'on ne travaille pas, mais voilà, il y a d'autres professionnels pour le faire. Mais ce genre de situation comme ça, où tu as cette dame qui te parle du deuil de son enfant, ben ça réactive aussi ta propre limite. Et donc, Voilà c'est ça. Mm. moi, dans ce genre de cas, personnellement, quand je suis amenée comme ça à être touchée, et c'est ça aussi qui fait, je pense que c'est avec les années aussi qu'on arrive à développer ce genre de choses et où le patient le comprend aussi, c'est que je rappelle combien on est humain et combien bah, il m'arrive de rire, mais il m'arrive aussi de pleurer en consultation.
parce que c'est touchant, tout simplement. Mm. Euh, et, euh, et je trouve que parfois aussi, ça humanise aussi la prise en charge, que de voir que le médecin ou le psy peut verser une larme, c'est pas qu'il est faible, c'est pas qu'il est pas en mesure d'entendre, c'est juste que ce qui se passe, mais ça active notre empathie aussi indirectement. Donc, Oui. c'est nos émotions qui sont aussi un outil au quotidien, et donc parfois on est aussi amené à verser des larmes. Et donc, oui, effectivement, l'oncologie pédiatrique, c'est quelque chose. Oui. C'est quelque Bah, voilà. chose, mais c'est aussi une limite importante. Mais donc, cette jeune fille t'a beaucoup, beaucoup touchée. Et est-ce que dans les cas comme ça que tu as plus eu en consultation récente, il y a des situations qui sortent un peu du lot, qui t'ont aussi plus touchée? Euh, j'ai pas forcément de personne là qui me vient tout de suite qui sort du lot, mais ouais, c'est plus des choses qui m'ont choquée. Dans le Mhm, sens où là, ça y est, la personne est, enfin même c'est plusieurs personnes qui sont reparties au travail. mhm. Les collègues savent le pourquoi de l'arrêt, Ouais. et je me dis, il y a des gens vraiment sans pitié, quoi. Et Alors, explique-moi un peu. bah, c'est dans le sens, bah, une me dit, voilà, je suis revenue, même pas comment ça va, etc. Après, j'essaie de lui dire aussi, peut-être que la personne est mal à l'aise avec ça, et Mhm. que c'est une manière de... Certaines personnes, ne sachant pas quoi dire, vont faire genre comme si c'était jamais rien passé. Ça peut être une Ouais. des options. Mais après, c'est aussi, quand je dis ils sont sans pitié, c'est que bah, c'est des managers qui vont tout de suite leur donner un emploi du temps hyper chargé sans se dire, bah voilà, cette personne a eu un cancer, Mhm. elle vient de terminer son traitement, il y a peut-être encore de la fatigue, donc on va l'aménager au début. Enfin, elle en Ouais. arrête depuis des mois, voire une année. Donc, Mhm. on va y aller mollo. En fait, il y en a vraiment, ils voient les Ouais, c'est ça. Il ben, y a pas c'est un ils tiennent travailleur, pas on s'en compte. fout quoi du reste. Ouais, ouais, c'est Mhm. ça. Et ça, c'est des choses à chaque fois qui m'horripilent, quoi. Je me dis, enfin, un minimum d'humanité, quoi, Mhm. ça serait En fait, pas. là, tu mets le doigt sur un point qui revient très souvent dans ma prise en charge du cancer, et ça, j'en parle aussi un peu dans la formation, hein, un peu beaucoup même. C'est ce tabou autour du cancer qui peut être vécu par l'entourage, mais aussi par les collègues et par les managers. Ouais. C'est que, alors, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi l'histoire de la charge du travail, donc ça, je reviendrai un peu dessus, mais le tabou du cancer, c'est ce truc où il y a un espèce de malentendu ou de malaise ou de on ne sait pas trop sur quel pied danser, et donc finalement, ben, on n'aborde pas le sujet parce qu'on se dit qu'on n'a pas envie que la personne on pense qu'à ça, et donc en fait, il y a un truc qu'on fait comme si de rien n'était, mais la personne aussi ne se sent pas spécialement à l'aise avec le fait qu'on l'accueille comme si c'était jamais rien passé, parce qu'en fait, elle en a vécu des choses difficiles en attendant. Mm, Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi de décortiquer peut-être les mécanismes de défense qu'il y a derrière, mm. euh, parce qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas forcément dans notre intimité quotidienne. C'est ça. Et les managers, là, pour revenir aux managers, ben, on a quelque chose aussi qui est. Voilà, je pense que tu es en première ligne hein, pour voir ce genre de choses. C'est que on est dans une vision qui est purement de la rentabilité aussi dans certaines entreprises, Mm, où on va chercher à faire du chiffre, on va chercher à être rentable, tout simplement. Et malheureusement, on est à des années-lumière de la prise en compte de l'individu et de ses vulnérabilités, de ses faiblesses, etc. Et c'est pour ça qu'heureusement, il y a cette adaptabilité au temps de travail qui existe. Parce oui. que si le médecin n'était pas là pour évaluer tout ça, je pense que c'est pas sur les managers qu'il faut compter pour aménager un temps de travail ou une charge de travail qui diminue, quoi. Bah ça, j'ai pareil, j'ai eu des retours divers et variés. Autant il y en a, ils sont sans pitié, mais j'ai quand même eu aussi des retours de patientes qui me disaient que voilà, ça s'est très bien passé, que Ah, soit sur le super. directeur ou l'employeur, les ménages font attention, prennent soin, etc. Donc en fait, Ça rassure. il y a les deux. Il y a les genre, pas capitalisme, on s'en fout, enfin, on limite les gens, c'est des numéros, et on a quand même des gens encore humains sur Terre. C'est rassurant. Alhamdoulilah, Et il y a encore voilà, puis espoir. après, il y en a, ils vont juste suivre les conseils du médecin et faire ce qu'il y a à faire. Mais Mhm, comme tu disais, je pense aussi que, et ça souvent, bah, moi, je vois la personne qui est malade, je leur dis juste, bah, souvent, bah, peut-être vos collègues, ils sont pas à l'aise et que c'est un moyen de se protéger eux-mêmes, en fait, enfin, on sait exactement. jamais, en fait, pourquoi ils sont comme ça. Mhm. Soit ça leur rappelle quelque chose de leur vie privée, soit ils savent pas comment faire. Donc, on a les extrêmes, soit ceux qui vont... Ou ils ont tellement peur de leur propre maladie un jour, et donc C'est ils ont même ça, pas oui, envie voilà. de.
C'est ça. Et puis on a les extrêmes, soit ils vont faire comme si de rien n'était, ou les personnes qui vont trop victimiser. Et là aussi, la personne malade ne va pas aimer qu'on la Voilà, considère parce pas que comme du les coup, ça autres. devient très stigmatisant aussi pour elle parfois, hein. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on a les différents cas et c'est vrai que c'est pas évident pour la personne qui rentre après un long arrêt de gérer ce regard. Mhm. Ok. Alors, je regarde un petit peu par rapport aux questions que j'avais à te poser. Je pense que j'ai globalement fait le tour de tout ce voilà, tout ce qui m'a importé le plus. Euh, je sais pas si toi, tu voudrais peut-être ajouter un petit mot de la fin pour parler de la prise en charge du cancer et je sais pas si tu as envie de partager quelque chose aux personnes qui nous écoutent. Oui, bah voilà, si c'est des personnes qui sont atteintes d'un cancer, c'est de leur dire voilà, de s'entourer des bonnes personnes. Quand je dis des personnes, je parle des professionnels de santé. Et il Mhm. faut pas se limiter, parce que c'est souvent le cas que je rencontre de personnes, ben voilà, ou le cas, je vais donner le cas du psychologue parce que c'est le premier qui me vient en tête. Ah ben, ah non, les psychologues, ça sert à rien parce que ça s'est mal passé avec un seul psychologue. Je leur dis, mais non, mais en fait, il faut juste trouver la bonne personne. Ça ne veut pas Mhm. forcément dire, c'est un psychologue, il vous a pas convenu, c'est pas la psychologie qu'il faut remettre en question, c'est juste, il n'y a pas eu La de lien personne. avec ce praticien-là, il faut essayer avec quelqu'un d'autre. Bon, je leur fais toujours une comparaison un peu farfelue. Je leur dis, bah, c'est comme les coiffeurs, on essaye plein de fois avant de trouver le bon et après on reste chez le même. Et ben, c'est pareil pour les psychologues. Je crois qu'on a tous connu cette expérience. Donc voilà. Et voilà, c'est de se dire de ne pas se limiter. Et parce que j'ai aussi, ça me rappelle encore une autre personne qui m'a dit, ouais, mais quand je lui ai dit de changer de psychologue, ça c'était un homme, il m'a dit, mais moi je suis qui pour remettre en question? Je fais, non, mais c'est pas une question de remettre en question. Je vous ai pas dit de remettre en question les capacités professionnelles du psychologue. Vous, Mhm. ça passe pas. Donc pourquoi vous vous forcez? Allez voir ailleurs, tout simplement. Exactement. Au-delà des capacités, je vous dis même pas que ce psychologue, il n'est pas compétent. Je vous dis juste qu'il n'est pas adapté à vous. En fait, c'est tout. Et voilà, c'est de ce conseil-là de se dire, voilà, ça passe pas avec un praticien, que ce soit un médecin, un psychologue. Faut pas vous dire, voilà, lui, c'est un professionnel, je suis qui, moi? Bah non, vous demandez un deuxième avis si vous n'êtes pas rassuré. Vous changez de psychologue si vous n'êtes pas à l'aise avec un, et puis jusqu'à trouver le bon. Enfin, écoutez-vous et faites-vous confiance parce que personne ne peut savoir mieux que vous. Et puis pour l'entourage, ben c'est difficile, mais des fois aussi d'aller voir un psychologue parce que bah, être accompagnant de quelqu'un qui souffre, c'est pas forcément facile à gérer, mais c'est pour toutes les maladies chroniques au final. Et de se dire aussi de faire attention à ce que vous pouvez dire parce que ça n'a pas, c'est pas sans répercussion. Euh, Effectivement. et, et après, pareil, on est proche, on connaît un peu le profil de notre proche qui est atteint d'un cancer. On va avoir Mhm. des personnes qui n'aiment pas qu'on parle de ça, bah, c'est de respecter et de pas parler de ça. Il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on s'apitoie sur leur sort, donc évitez de dire ah, mesquine, mesquina, enfin bref, ou Ouais. le pauvre, la pauvre, quand vous êtes à côté, parce que si vous savez pertinemment que c'est ça qu'elle n'aime pas, le faites pas. Et vice-versa, si vous savez que dans votre famille, la personne qui est malade, elle aime avoir de l'attention, bah, donnez-lui encore plus d'intention pendant cette épreuve-là. Enfin, voilà, Et je rajouterais aussi de simplement demander à la personne ce qu'elle désire aussi, parce que parfois on est c'est ça. dans Mm, des a priori où on n'ose même pas demander, donc on fait rien. Et puis il y a énormément de malentendus relationnels qui en découlent mm. malheureusement. Voilà, tout simplement, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Mhm. la personne, si elle est assez proche, elle va vous le dire tout simplement. Mm. Ouais. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas, Nadia, pour cet échange inspirant et enrichissant. J'espère Ouais, qu'il je t'en aura été prie. utile pour le maximum de monde. J'espère aussi, Inch'Allah. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Prends bien soin de toi. Merci, toi aussi. Salam alaikum. À bientôt, Alaikum Inch'Allah. salam. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner pour n'en manquer aucun. Pour plus de ressources et d'informations, rendez-vous dans les notes de cet épisode. Et puis, s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager à une personne de ton entourage et donner la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. On a vraiment hâte de te retrouver pour le prochain épisode.